Stéphane Gaze, bonjour. Bonjour Manon. C'est vraiment un grand privilège de pouvoir participer à cet entretien, partager un moment ensemble. J'ai eu le grand privilège de visionner le film et j'aurais aimé vous entendre sur quel a été le point de départ, d'où provient cet intérêt pour la grande Joan Mitchell. Alors ça a été d'abord une rencontre. J'ai rencontré avec Olivier Mille, le producteur de chez Artline, avec lequel j'ai travaillé sur ce film, un ami intime de John Mitchell qui s'appelle Guy Bloch-Chamfort, qui l'a rencontré dans les années 80 à Vétheuil, où elle vivait alors, et où elle était entourée comme ça d'une bande d'amis auxquels il s'est joint. Et Guy avait commencé à recueillir après le décès de John, à recueillir un certain nombre de témoignages auprès de ses amis. Justement, il avait envie de parler d'elle. Et on s'est dit que cette année où une grande rétrospective allait avoir lieu, qui est actuellement aux États-Unis et qui va venir bientôt à Paris à la Fondation Louis Vuitton, on s'est dit que c'était vraiment la bonne année pour faire aboutir ce projet et faire ce film pour raconter tout simplement quel artiste extraordinaire était John Mitchell. Voilà, donc on a travaillé bien sûr avec la Fondation John Mitchell, qui a répondu favorablement à notre demande et qui a été extraordinaire parce qu'ils nous ont ouvert leurs réserves, leurs archives qui sont déjà incroyables. Ils font un travail très important pour recueillir le maximum d'archives sur John Mitchell. Et ils nous ont ouvert aussi les réserves où ils ont des œuvres uniques, incroyables. Et alors tout ça a été un peu compliqué par l'épidémie de Covid, par l'impossibilité d'aller à New York pendant très longtemps. Mais le moment où on a eu une fenêtre qui s'est ouverte et où on a pu enfin aller à New York, on a sauté dans l'avion et on a été filmer ces séquences à la Fondation John Mitchell, où ils ont accepté de faire un accrochage de leurs œuvres de John Mitchell spécialement pour nous. Et on a eu donc les deux commissaires de l'exposition qui tournent actuellement aux États-Unis, Cathy Sigler et Sarah Roberts, qui travaillent sur John Mitchell pour préparer cette exposition depuis 3 ans maintenant, qui font un travail incroyable et qui sont peut-être aujourd'hui les plus grandes spécialistes de John Mitchell, qui nous en ont donc parlé devant ses œuvres. Donc ça a été une grande chance. Et puis à New York, on a pu rencontrer aussi quelqu'un, alors ça a été également une très très grande chance, quelqu'un comme Paul Auster, l'écrivain, qui nous a raconté, alors c'est un grand conteur, Paul Auster, il sait très bien raconter les histoires, ça, il n'y a aucun doute. Et surtout, il nous a raconté ses propres souvenirs. C'est-à-dire que lui, il a rencontré John Mitchell quand il arrivait à Paris, tout jeune, encore méconnu, totalement inconnu du public. Et tout jeune auteur, traducteur de poètes français en américain. Et par cette petite bande d'amis américains qu'il avait à Paris, il a rencontré Jean-Paul Riopel. Et puis à travers Jean-Paul Riopel, il a rencontré John Mitchell. Et dans le film, il raconte très bien cette première rencontre avec John Mitchell, dont il se souvient encore aujourd'hui, il faut l'entendre la raconter. Parce que John Mitchell, tout le monde raconte ça. La première rencontre avec elle, c'était un peu un combat de boxe, quoi. C'est-à-dire qu'elle testait les gens. Elle testait les gens, elle pouvait être très très dure, elle voulait voir ce que les gens avaient dans le ventre, quoi. Et donc, il raconte cette première rencontre. Il dit jamais j'avais été attaqué comme ça dans un soi-disant repas amical, et tout d'un coup, elle a commencé à me rentrer dedans. Et puis, il a passé le test. Il a réussi à s'en sortir et ils sont devenus les plus grands amis du monde et ils sont restés amis jusqu'au décès de John Mitchell. Voilà, donc ça a été un très beau récit. Et puis on a eu aussi, enfin à Paris, la chance de rencontrer Gisèle Barrault, qui a été l'assistante de John Mitchell, qui est une compositrice de musique contemporaine bien connue ici, et qui nous a ouvert l'intimité de John Mitchell, c'est-à-dire que Gisèle Barrault, c'est la personne qui est la plus capable aujourd'hui de raconter à la fois l'œuvre et la vie. C'est-à-dire qu'elle a vu naître, elle était avec John Mitchell quand celle-ci, à certains moments, a peint des œuvres iconiques aujourd'hui, qui sont vraiment des icônes. Et donc, elle peut nous raconter non seulement l'œuvre, nous permettre de lire l'œuvre, mais elle peut aussi nous raconter quel était ce que vivait John Mitchell à ce moment-là, quel était ce moment de sa vie et avec quel moment de la vie de John Mitchell résonne cette œuvre. Et donc, c'est ce qu'elle fait dans le film. Et du coup, c'est assez incroyable son témoignage. Le film me rappelle beaucoup l'histoire orale. Pour moi, quand après le visionnement, premièrement, ponctué des grandes œuvres de John Mitchell, on raconte, oui, son art, mais le film est ponctué d'anecdotes. On apprend à découvrir
la femme derrière l'artiste. Et ça, je pense que c'est important. C'était très difficile d'obtenir une entrevue avec John Mitchell pour l'amener à parler de son art. Donc, vous avez trouvé une façon, aussi avec la collaboration de la Fondation John Mitchell, de donner une voix aux témoins de l'époque. Et ça, j'ai trouvé que c'était fascinant parce qu'effectivement, la recherche d'archives a dû être un projet en soi dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez eu accès à d'autres archives que celles de la Fondation Mitchell dans ce projet? Alors, c'est effectivement une question difficile parce que John Mitchell, en fait, elle était très, on le montre dès le début du film, elle était très timide devant la caméra. Elle avait une double personnalité, en fait, John. Elle aimait parler d'elle en disant qu'il y avait Big John et Little John. Big John, c'est un peu la femme forte qui se laisse pas faire, qui est capable de combattre les hommes et de remporter des grandes victoires contre eux. Et donc, il pouvait être un peu dur. Et il y a Little John, qui est la petite fille qui est fragile et qui a peur. Et elle dit, Big John, c'est celle qui défend Little John. Mais dans l'atelier, Big John ne rentre pas. C'est Little John qui crée, qui peint. Et donc, de par cette fragilité qu'elle avait et qu'elle cachait, on le voit sur les images, même amateurs, elle se cache dès qu'il y a une caméra, dès qu'il y a un appareil photo, elle se cache. Donc, ça explique qu'il y a très peu d'archives sur John Mitchell, en fait. Et que les quelques archives qui existent ont une valeur incroyable, ont vraiment déjà la valeur d'exister. Et en travaillant, en recherchant ces archives rares et précieuses, j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose, c'est-à-dire que John, les rares personnes qui ont pu aller la filmer, je crois que c'est beaucoup des femmes. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, John, après une période de traversée du désert, a été redécouverte par une nouvelle génération d'artistes, beaucoup de femmes, d'historiens et surtout d'historiennes de l'art, et quelques journalistes et réalisatrices spécialisées dans l'art. Et donc, grâce à ces femmes qui ont été à sa rencontre, qui ont osé le faire parce qu'il fallait oser aller à la rencontre de John Mitchell, on a aujourd'hui ces quelques films qui sont d'autant plus précieux qu'il y en a un principal réalisé par Marion Cajori en 1992, juste avant la mort de John Mitchell. Et on voit que John, je pense que le fait que ce soit des femmes qui venaient la voir, elle avait envie de les aider. Elle avait envie d'aider ces jeunes créatrices ou historiennes de l'art et elle ouvrait plus facilement sa porte et elle se livrait plus facilement. Bon, après, c'était toujours un combat, en fait, de filmer John et de l'interviewer. Toutes les interviews le montrent. Je vais revenir sur ça parce que Joan Mitchell a été une des rares femmes à se retrouver véritablement au carrefour du renouveau artistique d'après-guerre. Le film évoque également le rôle, l'importance des femmes de la célèbre 9e rue de New York qui ont elles aussi, parfois dans l'ombre, et ont réussi à s'émanciper, bien entendu, à émerger, mais ont changé le visage de l'art moderne. Vous avez fait une place à une majorité de femmes dans ce film, outre évidemment les témoignages de Paul Auster et puis de l'imprimeur Kenneth Tyler. Est-ce que ce film témoigne en quelque sorte de l'importance de redonner aux femmes la place qui leur revient dans l'histoire de l'art international? C'était avant tout un hommage à John Mitchell, mais à travers elle, bien sûr, c'est un hommage à la place des femmes trop longtemps oubliées. En fait, déjà à l'époque, enfin, John Mitchell, elle débarque à la fin des années 40, début des années 50 à New York, et donc elle participe à une page majeure de l'histoire de l'art avec l'expressionnisme abstrait américain. Elle est avec Pollock, elle est acceptée, encouragée par de Kooning, Franz Klein, qui apprécient son œuvre et son travail. Et donc, par son caractère, elle se fait respecter dans ce milieu extrêmement macho, déjà, où il y avait très peu de femmes, mais c'est surtout grâce à son talent. Et finalement, elle fait partie de ce petit groupe de femmes qui, par leur talent et par leur caractère, ont réussi à s'imposer et à exister à cette époque. On peut parler de Hélène de Kooning, de Hélène Frankenthaler, de Lee Krasner, enfin, parmi d'autres, mais voilà. Et c'est des femmes qui, après coup,
après, il y a eu un moment où l'expressionniste abstrait est passé un peu de mode pendant un temps. Il y a eu le pop art qui est arrivé, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. Mais peut-être que plus que les hommes, on a oublié les femmes de cette génération-là. Et déjà, à l'époque, elles étaient un peu les faire-valoir des hommes. Enfin, l'image de la femme était compliquée. C'était compliqué de se faire accepter, semble-t-il, pour ces femmes dans ce milieu-là. Certains critiques disaient carrément que les femmes ne pouvaient pas peindre. Enfin, il y a des choses comme ça qui se disaient à l'époque. Il y a des galeries qui refusaient les artistes femmes. Enfin, et à partir des années 70, avec la montée du féminisme et le travail de grandes historiennes de l'art, et d'une nouvelle génération d'artistes, il y a un nouveau départ qui a été pris. Et John Mitchell a fait partie de ces grands modèles pour cette nouvelle génération de femmes qui avaient réussi à s'imposer par leur talent, par leur caractère, par leur personnalité. Et donc, oui, effectivement, c'est une icône pour cette génération-là. C'est un exemple. Et John Mitchell, toute sa vie, je pense, a voulu aider ces jeunes artistes femmes et ses créatrices, mais en même temps, de ce qu'on m'a raconté, elle avait encore plus d'exigences pour les femmes que pour les hommes. C'est-à-dire quand une jeune artiste venait la voir, elle acceptait de la prendre sous son aile, de l'aider, mais elle lui montrait bien qu'il allait falloir qu'elle se batte plus que les autres pour réussir. C'est ce qu'elle avait vécu, elle. Donc, c'est le message qu'elle essayait de passer à cette nouvelle génération, en fait. Et puis, au-delà de sa mort, elle a demandé qu'on crée une fondation, donc la fondation John Mitchell, dont l'un des travaux est de soutenir et d'encourager les jeunes artistes, hommes et femmes. Mais bien sûr, elle voulait aider les artistes femmes. Oui. C'est beaucoup à son image également. Et puis, au plan de l'identité également, il y a toujours cette dualité. John Mitchell a évidemment vécu aux États-Unis, mais a dû aussi effectuer un long passage en France. Comment expliquez-vous l'impact de cette migration et de ces voyages, qui était le cas aussi à l'époque pour plusieurs artistes? Je parlais d'un carrefour tout à l'heure, du renouveau d'après-guerre, entre l'expressionnisme abstrait et puis la deuxième école de Paris, où elle joignait un groupe majoritairement composé d'hommes, dont Riopelle également, qui lui-même a eu cette dualité aussi transatlantique dans son art. Donc, est-ce que l'impact des années de John Mitchell à Paris, qu'auriez-vous à nous en dire? Et puis, quel a été l'impact de ces années parisiennes et françaises sur son art? Alors, John, elle a toujours été intéressée à l'art français. Enfin, depuis tout petite, depuis son enfance à Chicago, son père l'emmenait au musée et elle était amoureuse, elle est tombée amoureuse de l'art européen, de Van Gogh. C'était sa grande admiration pour Van Gogh, Claude Monet, bien sûr, les impressionnistes. Enfin, elle était complètement Cézanne, bien sûr, beaucoup aussi. Elle a grandi dans cette culture de l'art européen et notamment français. Et je crois que c'est en 1948 qu'elle a fait son premier voyage en France. C'était un voyage d'études et elle y est restée presque un an. Et voilà, ça a été une manière pour elle de se plonger encore plus avant, d'aller vivre au contact de cet art qu'elle aimait. Mais après, elle est revenue à New York et là, elle a découvert de nouveaux maîtres. C'était l'expressionnisme abstrait, c'était Pollock et les autres. Et elle a toujours été un peu. Enfin, voilà, c'est John Mitchell. Elle est unique finalement. C'est-à-dire qu'elle est à l'intersection entre ces deux traditions. Et en même temps, elle n'est ni de l'un ni de l'autre. Elle est John Mitchell. Elle est unique. Son œuvre n'appartient qu'à elle, en fait. Même si elle a ces deux inspirations et ces deux continents artistiques qui l'inspirent, mais elle en a fait vraiment son propre langage. Alors, bon, on a beaucoup dit parce qu'elle s'est installée à Vateuil, à proximité, donc sur les bords de la Seine, à 30 km de Paris, très proche d'une ancienne propriété qui appartenait à Claude Monet. Donc, et comme elle avait une proximité, beaucoup ont dit qu'elle s'était inspirée de Claude Monet, des nymphéens, enfin, et puis il y a toute cette influence effectivement de Monet sur les expressionnistes abstraits américains. Et Hélène de Kooning employait le terme de impressionnisme abstrait pour l'œuvre de John Mitchell et de quelques autres artistes comme elle, qui symbolise bien voilà, ce rapprochement qu'elle incarne entre un art européen impressionniste et puis les apports de l'expressionnisme abstrait. Mais elle était pour moi encore au-delà de ça. Elle a tracé sa propre voie et elle a trouvé vraiment son propre langage jusqu'au bout. On pourrait dire comme
dans son cas comme dans celui de Jean-Paul Riopel, qui sont inclassables. Alors, ça m'amène évidemment à un quart de siècle, le quart de siècle qu'ont partagé Jean-Paul Riopel et John Mitchell, une relation dans la démesure, une relation passionnée, tumultueuse, une relation où on a découvert également la force de l'art comme une forme de communication et de dialogue. Souvent, on disait que leurs œuvres se répondaient. Ils partageaient des passions pour la nature, des passions pour le voyage, des passions pour diverses formes d'art. On voit la poésie tout au long de votre film également, qui semble avoir marqué beaucoup la vie de John Mitchell. Selon vous, quel impact l'un et l'autre ont-ils eu sur leur art? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la peinture, donc je pense que vous êtes peut-être mieux placé que moi pour répondre à cette question. Je sais qu'il y a une très belle exposition il y a quelques années au Québec sur Riopel, John Mitchell. Moi, que je n'ai pas eu la chance de voir, j'ai juste vu le catalogue qui était formidable, mais il y a eu un très beau travail de fait justement pour essayer de trouver comment les œuvres se répondaient. Donc, il y a un travail très précis d'historien de l'art à faire à ce niveau-là et qui est passionnant. Globalement, déjà, enfin, c'est quel impact de Riopel sur John Mitchell? Déjà, c'est grâce à lui qu'elle est venue s'installer à Paris. Oui. C'est par amour pour Riopel que John Mitchell, à un moment, quitte New York et tout ce qui s'y passe pour venir s'installer à Paris. C'est une décision courageuse pour l'époque et elle devait être très amoureuse de lui pour prendre cette décision. Et c'est justement cette décision, c'est ce que nous racontent Cathy Sigler et Sarah Roberts dans le film, c'est que dès qu'elle arrive à Paris et qu'elle commence à vivre avec Riopel et à côtoyer ce milieu artistique dans lequel vivait Riopel, elle se libère finalement d'une certaine pression qu'il y avait à New York pour peindre d'une certaine manière, pour être dans le groupe des expressionnistes abstraits. Et tout d'un coup, ok, elle voit un autre type d'art, qui est plutôt ce qui se passait à Paris à ce moment-là, et elle prend de la liberté, et elle s'amuse, elle joue, elle se libère d'une contrainte. Donc déjà, le fait de s'être libérée de cette contrainte-là, d'être venue à Paris grâce à Riopel, c'est déjà une influence importante. Et puis elle a sûrement découvert plein d'autres artistes grâce à lui. Et puis, bon, voilà, ces deux artistes, deux grands peintres qui sont tous les deux, quand ils se rencontrent, déjà des peintres très reconnus. Quand elle arrive à Paris, ils commencent un dialogue à travers leurs œuvres. Et ça, c'est ce que montrait très bien l'exposition. Il y a certaines œuvres. Bon, déjà, Riopel, lui, peignait déjà sur des très, très grands formats. Et peut-être et aussi des diptyques, des triptyques, des choses comme ça. Et alors, certains, moi, je ne suis pas en mesure de juger, mais certains disent que c'est grâce à Riopel que John a commencé à peindre en diptyque, triptyque et quadriptyque. Après, c'était celui qui peignait le plus grand. Il y a un peu une petite compétition qui commence entre eux. Ils ont deux caractères assez forts, donc il faut aussi s'imposer par rapport à l'autre. Et puis, il y a plein de messages qui s'échangent. Et après, il y a aussi ce qu'ils ont vécu ensemble dans leur vie privée, c'est-à-dire ils sont partis, ils ont fait pas mal de croisières ensemble, en bateau, en Corse notamment. Et ça a énormément inspiré John Mitchell. Il y a toute une partie de sa peinture où on voit que les couleurs changent, que le mode d'expression change. Et c'est ce qu'elle a vécu avec Riopel qui l'a fait évoluer dans cette direction-là, sûrement. Après, leur relation a été très tumultueuse, comme on dit souvent, c'est le terme qui est souvent employé. Et du coup, dans ce qu'ils ont vécu, dans la violence des sentiments qu'ils ont eus aussi, ça se lit dans leurs œuvres respectives jusqu'à la séparation. Et la séparation donne lieu, comme on le montre au film, à des œuvres majestueuses, enfin uniques, qui sont des œuvres comme La vie en rose, voilà, qui est aussi pour John Mitchell un moment, après 25 ans de relation avec Riopel, elle se reprend en main et elle dit je vais continuer à avancer, je vais continuer à peindre et je vais lui enfin moi je l'interprète comme ça. Elle dit je vais lui montrer que je suis capable de continuer à travailler, à créer sans lui. Et peut-être elle a voulu devenir dans la compétition, enfin il y a une sorte de compétition pour moi entre les deux et je pense qu'au moment de la séparation, elle a voulu prouver à Riopel qu'elle pouvait être une plus grande peintre que lui. Le dialogue en continu, je pense que le dialogue s'est poursuivi et puis évidemment, Ouais. on voit avec l'œuvre, la grande œuvre testamentaire, la magnifique Rosa Luxembourg en 1992, qui était aussi
qui est ponctuée de codes. C'est une œuvre en soi qui pourrait faire l'objet d'un film. Mais définitivement, c'était le message d'amour ultime entre Il les faut, deux. ouais, je ne sais pas si ce film existe, le film de l'histoire de John Mitchell et de Riopelle, mais vu du point de vue de Riopelle. Ça serait intéressant d'avoir le contre-champ. Ça serait merveilleux. Alors, sur ce, j'espère justement qu'on peut espérer de votre part que vous nous permettrez de découvrir ou de renouer avec d'autres très grands artistes. J'aimerais peut-être vous entendre sur vos projets futurs. Là, je viens de finir un autre film sur un musicien, un personnage très particulier qui s'appelle Yanis Xenakis, qui est un compositeur contemporain, mais qui est un personnage très original, qui est à la fois architecte, mathématicien, scientifique, qui a travaillé avec Le Corbusier, qui a fait des créations musicales uniques. Enfin, pareil, qui a voulu réinventer la manière dont on faisait de la musique et réinventer la musique à partir de zéro. Et c'est un personnage incroyable aussi, qui a eu une histoire personnelle passionnante, pleine de rebondissements, et qui a, dans les années 60, on est dans l'époque de l'utopie des années 60 où on imagine la société de demain, la société du futur. On part dans l'espace à cette époque-là, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et lui, il a voulu inventer la musique qu'on écouterait demain. Donc, c'est intéressant. Là, il y a une grande exposition pour le 100e anniversaire de sa naissance. Et donc, on s'est dit que c'était le bon moment pour revisiter son œuvre et sa vie. C'était passionnant aussi. Fantastique. Alors, Stéphane Guez, merci infiniment. Merci Nous beaucoup, Manon. avoir beaucoup de bonheur à voir ce film et à le revoir. Alors, merci, à très, très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.